Bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Lumière intérieure. Merci à vous d'être avec nous. Ce soir, nous allons recevoir une femme qui a baigné toute son enfance et depuis sa naissance dans l'univers des lettres. Il était donc assez logique qu'elle en fasse son métier. Il faut dire qu'elle a été à bonne école puisque c'est la fille du célébrissime Jean d'Ormesson et ce père magistral. Elle va nous en parler évidemment tout au long de cette émission puisqu'elle vient de publier son tout dernier livre. Bonsoir Héloïse d'Ormesson. Bonsoir Ariane. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis, je vous le disais, et vous venez de publier le 38e livre de votre papa. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce livre qui s'intitule Un Hosanna sans fin de livre testament quelque part? Ah oui, je pense assez clairement que d'abord dans sa forme, il se distingue. C'est un livre vraiment totalement épuré, limpide, où il revient sur vraiment les fondamentaux et je pense que le mot final clôture son œuvre et même sa vie d'une certaine façon. Alors, Hosanna, c'est un terme qui finalement n'est pas si fréquent. Quelle est la définition qu'on peut en donner? C'est une expression de joie, peut-être de reconnaissance. Je pense que c'est assez... ce titre, mon père l'a emprunté à Chateaubriand, son cher Chateaubriand, qui parlait de l'amour qui était un hosanna sans fin. Mais je pense que mon père, lui, l'utilise comme synonyme de vie, qui est un hosanna sans fin, et peut-être que l'après-vie est un hosanna sans fin. Il aimait particulièrement Chateaubriand, c'était un de ses auteurs. Ah oui, c'était son auteur. Je pense qu'il se reconnaissait beaucoup dans le tempérament de Chateaubriand, dans son œuvre, dans sa vie. Je crois qu'il y avait beaucoup de passerelles entre les deux, l'œuvre et la vie des deux hommes, puisque Chateaubriand, outre le grand écrivain, était assez engagé politiquement, a écrit à la fois des chroniques et des romans. Donc oui, ils étaient proches et mon père l'évoquait très, très souvent. Il a même écrit une biographie amoureuse de Chateaubriand qui s'appelait « Mon dernier rêve sera pour vous ». Alors, on connaissait surtout votre papa comme romancier. Là, il est plutôt dans une espèce de rôle de philosophe, quelque part, hein, puisqu'on pourrait même dire que c'est comme une espèce d'enquêteur métaphysique qui s'interroge dans ce livre, Un Hosanna sans fin, sur la vie, sur la mort, le mystère de l'existence. Est-ce que tous ces questionnements-là, il en parlait avec vous depuis toujours ? Alors il en parlait un petit peu, mais surtout ça parcourt toute son œuvre, hein, ça irrigue toute son œuvre, ce questionnement. Alors il y a des romans où ces questions sont évoquées de manière très romanesque. Je dirais que déjà dans Au plaisir de Dieu, c'est des questions sur la réflexion sur le temps, sur l'histoire apparaissent déjà. Mais là, dans ce dernier roman, dans ce dernier récit, Hosanna sans fin, dans cette méditation qui était un Hosanna sans fin, il considérait qu'il clôturait sa trilogie, commencé avec Comme un chant d'espérance, puis Le Guide des égarés et Un Hosanna sans fin, où il revient sur des questions dont on ne parlait pas tant que ça, puisque son œuvre revenait éternellement sur ce questionnement, cet étonnement, cette recherche du sens de la vie. Vous avez appris des choses de lui en lisant sa prose? Alors, ces derniers livres, de lui peut-être un tout petit peu moins, encore que, on en parlera, mais la dernière page de ce livre a été une surprise complète pour moi. Mais il a écrit énormément de livres, oui, on apprend beaucoup, parce qu'il a écrit beaucoup de livres qui sont des confessions, maquillées, déguisées, et on ne sait jamais s'il porte un masque, s'il se livre. Ce livre-là en particulier, est-ce que vous saviez qu'il y travaillait ou est-ce qu'il oui. Il n'en avait pas fait mystère. Alors, il écrit, je le cite, « Croire est une grande chance, la foi est un bonheur ». Un peu plus loin, cette fois, il l'a décrit comme si précieuse. Je poursuis, « Tout bonheur vient de Dieu, merci pour les roses et merci pour les épines ». Il explique au fil des pages qu'il aimerait vraiment croire, mais que finalement, il n'est pas si certain d'avoir la foi. Il questionnait, il espérait en Dieu. On sent beaucoup d'espérance, effectivement. L'espérance, il cherchait à débusquer l'espérance en toute chose. C'était vraiment quelqu'un qui s'émerveillait de la beauté du monde et qui essayait aussi de retrouver toujours la beauté ou de la souligner ou de l'exalter
d'en vivre un peu cette exaltation de la beauté. Mais la foi, effectivement, il ne l'avait pas. Il le dit, hein, je cite juste ce passage: « Je me dois d'indiquer à mes lecteurs et à mes lectrices que Dieu, la nécessité, le hasard ou l'hérédité m'ont refusé le don de la foi. » C'est assez amusant dans la façon dont il l'écrit, mais il le dit très clairement. Ah oui, il l'a dit dans ce livre-là, mais il l'avait déjà dit comme un chant d'espérance, et puis il expliquait qu'il était un chrétien agnostique. Et non pas athée. Il regrette que les deux soient trop souvent confondus. Il se décrit effectivement comme agnostique, et pour revenir sur cette espérance que vous évoquiez, hein, il écrit: « Je ne sais pas si Dieu existe, mais je souhaite avec une sorte de passion qu'il existe, j'ai remplacé la foi par l'espérance. » Cet optimisme à toute épreuve, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez, pas seulement sur ce sujet-là, mais sur tous les sujets d'ailleurs? Oui. Absolument, indubitablement, c'était quelqu'un qui s'étonnait du miracle de la vie. Et pour tout, et à chaque instant, il se réjouissait. Effectivement, quand il observait une rose, il retenait le bouton et moins les épines, tout en sachant pertinemment, il ne niait pas la souffrance, la douleur, les difficultés de la vie. Mais il considérait que comme c'était une fête en larmes, il fallait que s'amuser ou penser plutôt à l'aspect festif qu'à l'aspect douloureux et tragique. Il y avait ce côté chez lui très solaire. On le décrit souvent comme quelqu'un de très solaire, hein, en écho à ce que vous venez de dire. Donc il était optimiste, il était solaire. Est-ce que vous avez d'autres adjectifs qui vous viennent à l'esprit pour le décrire? Je pense qu'il était très curieux, que ça aussi c'était quelque chose qui le portait, parce qu'il ne prenait jamais rien pour... il s'étonnait de tout, comme l'enfant peut le faire. Et après, l'adulte prend les choses pour acquises, sa curiosité est un peu émoussée, et il s'amuse moins. Il avait gardé donc son regard d'enfant sur les choses. Il avait regardé son regard d'enfant, il vous a dit: Ariane, mais ce studio, mais c'est extraordinaire, ces petites lumières, bon, il aurait fait, je sais pas, 2 minutes en étant tout joyeux d'être dans ce décor un peu magique et un peu étoilé, et il vous en aurait parlé et ça l'aurait vraiment porté. Donc ça, je pense que la curiosité, l'étonnement le caractérisait. Par ailleurs, il éprouvait beaucoup de gratitude. C'est-à-dire qu'il était parfaitement conscient d'être privilégié, d'avoir énormément reçu d'amour, d'affection, et de faire partie d'une minorité qui ont traversé la vie en première classe, disait-il. Et donc, il se considérait redevable à ses aînés, à ses parents, mais d'une manière plus générale à l'existence. Et il pensait qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, le rendre en éprouvant ce sentiment de gratitude éternelle. Et ça, je pense qu'il me l'a vraiment transmis. Ce sentiment d'être redevable, il le caractérisait par une forme de joie, d'émerveillement. C'était sa façon à lui d'être... Il parlait de courtoisie du sourire, et ça, je pense qu'il s'était toujours dit qu'il se devait d'aborder l'existence avec le sourire, parce que quand on avait reçu autant que lui, on ne pouvait qu'essayer de rendre un petit peu de ce qu'on vous avait donné. Alors, ce qui lui donnait beaucoup le sourire également, c'est vous. Il a écrit dans son ouvrage Odeur du temps, publié en 2007, « Ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, c'est ma fille. Je suis plus fière d'elle que de moi. » Ça vous inspire quoi? C'était un peu... D'abord, j'ai pleuré, je dois dire, de joie, mais j'ai pleuré en lisant ces lignes. Je pense que c'est la plus belle déclaration d'amour qu'un père peut faire à sa fille. Je savais l'amour, c'était absolument patent, clair et évident. Il l'exprimait au quotidien. La fierté, ça m'a peut-être un tout petit peu plus... Oui, enfin, j'étais très, très, très flattée. Je pensais que j'en étais pas du tout digne. Mais enfin, ça m'a fait évidemment extraordinairement plaisir.
C'est une belle déclaration. Alors, c'est quand même un sacré phénomène, votre père, puisqu'on a beaucoup parlé de lui de son vivant. Il est décédé il y a à peu près 1 an, et on continue de parler de lui. Donc, il y a l'édition de ce livre que vous venez de publier, donc au sein de la maison d'édition qui porte votre nom. Il y a un film qui lui est consacré, un film de Laurent Delahousse. Et puis, de son côté, Sophie Desdéserts, qui est une enquêtrice réputée de Vanity Fair, qui lui a également consacré une biographie, Le Dernier Roi Soleil. C'est un vrai phénomène. C'est-à-dire que, après sa mort, on continue encore de parler de lui. Alors on continue de parler de lui. Il a d'abord publié 2 livres cette année. Alors je dis il a publié 2 livres. 2 livres de lui ont été publiés, mais c'est quand même assez surprenant parce que quelqu'un qui est disparu l'année dernière publie encore 2 livres. C'est la première chose. À l'occasion de la parution de ce livre, j'ai été invitée dans pas mal de villes, de salons du livre, dans le cadre d'hommages qu'on pouvait lui rendre, d'inauguration d'écoles ou de bibliothèques. Et je me rends compte qu'il est encore incroyablement vivant dans le cœur et dans la mémoire du public et de ses lecteurs, et qu'il y a un désir de le retrouver dans ce livre. Et c'est vrai que des gens qui ne l'ont même pas lu, mais qui aimaient l'écouter, le voir dans les différentes émissions, dans les médias, ou le lire dans la presse, ont peut-être envie, j'espère, envie de lire ce livre comme dernier message qu'il nous laisse, mais aussi sont ravis de pouvoir entendre sa voix en regardant le film de Laurent Delahousse ou en lisant la biographie de Sophie Desdéserts. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film et de ce livre ? Et deuxième question, il y en a 2 en une. Est-ce que vous avez appris des choses là aussi que vous ne saviez pas sur votre père ? Non, parce que encore une fois, d'abord je le connaissais un petit peu, mais effectivement, il peut toujours y avoir une face cachée d'un homme ou d'une histoire familiale. Mais au fil des années, je crois quand même les secrets de l'histoire familiale, il en a parlé, et non seulement il nous en a parlé à nous, mais il l'a écrit. Donc des découvertes ou des révélations, non, vraiment pas. Maintenant, c'est sûr que dans le film de Laurent, notamment, il y a 2 ou 3 scènes, il y a notamment un fou rire. Mon père est dans un train, il part signer à la librairie Mola un de ses derniers livres, et il est pris d'un fou rire irrépressible, et c'est ça, je crois que je serais éternellement reconnaissante à Laurent d'avoir immortalisé ce fou rire qui en plus lui ressemble tellement, parce qu'il a son regard comme ça rieur, et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc Laurent Delahousse, et le film, je le précise pour nos éditeurs, s'appelle Monsieur. Donc au cinéma. Merci de nous avoir parlé de ce livre. À présent, nous allons enchaîner avec la 2e partie de cette émission, un peu atypique, je vous le concède, dans le cadre de laquelle je vais vous laisser seul sur ce plateau, enfin presque seul, puisque je vais continuer de m'entretenir avec vous par la voix. À tout de suite. À tout de suite, Ariane. Héloïse d'Ormesson, est-ce que vous êtes bien installée ? Parfaitement. Bon, alors faites vraiment comme chez vous, prenez possession du repose-pied. Le concept de cette 2e partie est le suivant. Je vais vous proposer différents mots existentiels, métaphysiques et autres, et je vais vous suggérer de me dire ce qui vous inspire. Le premier d'entre eux, c'est le mot réussite. Mais écoutez, pour moi, la réussite n'est pas un but en soi, même si il n'y a rien de désagréable dans l'idée de réussir. Est-ce que c'est difficile de s'imposer professionnellement et de s'imposer tout court d'ailleurs quand plane l'ombre d'un père qui occupe autant de place ? Alors c'est un père qui n'a jamais été écrasant, ni même très encadrant, il était plutôt complice. Donc en fait, c'est plutôt quand j'ai compris à quel point il était connu que c'est devenu peut-être un peu plus difficile d'exister, mais c'est plutôt le regard que les autres portaient sur moi qui était parfois un peu compliqué, parce qu'à une époque il a été assez marqué politiquement, et ça coïncidait avec mon adolescence, et les gens partaient du principe que j'épousais exactement les convictions de mon père, ce qui n'était pas le cas, mais que ça aurait été le cas, ça aurait été la même chose. Je trouve que c'est compliqué d'avoir à se défendre d'une idée préconçue.
Ça, c'est un peu compliqué, mais autrement, vraiment, ce nom et cette célébrité a été plutôt un sésame et une aide qu'un atout qu'une difficulté. Votre père vous aurait dit, arrêtez-moi si j'ai une mauvaise information, vous aurait dit quand vous avez lancé votre maison d'édition, c'est mon nom, hors de question que tu t'en serves. Ah, tu t'en serves peut-être pas, mais enfin effectivement, il a été un peu piqué. Ben, je crois que premièrement, cette espèce de trouble, il l'a manifesté parce que je pense qu'il avait tout simplement un peu peur et qu'il appréhendait justement que je ne réussisse pas et que ce soit trop difficile et que se lancer dans une entreprise comme celle dans laquelle nous nous sommes lancés en fondant la maison d'édition échoue ou m'accapare et me dépasse un peu. Donc je pense que c'était une manifestation d'angoisse d'un père qui redoutait que sa fille ne s'épanouisse pas dans son projet professionnel. Il y avait également le fait qu'il allait falloir peut-être partager un peu aux yeux du public ce nom. Mais bon, cette discussion animée a eu lieu une après-midi et le lendemain, il arrivait avec un grand bouquet de fleurs, un grand sourire, en me disant qu'il avait été un peu sot de me contester le fait que je puisse utiliser ce nom. Alors, non seulement il a plus recontesté, mais il était même, on le disait tout à l'heure, extrêmement fier de vous. Quel regard portait-il sur votre réussite? Parce que finalement, vous étiez complètement dans la droite ligne de ce qui était son amour de toujours, à savoir l'amour de la littérature. Quel regard portait-il sur cette maison que vous aviez fondée? Je crois effectivement qu'il l'a écrit et c'était assez renversant pour moi de lire que mon père était fier de moi. J'en reviens toujours pas, je dois dire. Hein. J'en suis très heureuse, mais j'y crois pas vraiment. Enfin, je pense qu'il était assez, selon son mot un peu fétiche, il était assez épaté que je me lance dans ce qui était une entreprise, la vie d'une PME, et lui, ça l'effrayait. C'est-à-dire que tout ce qui était administratif, financier, gestion, lui paraissait assez effrayante. Et un écrivain, c'est un artiste solitaire. Hein. Donc cette dimension un peu collective et cette entreprise collective que représente une maison d'édition, ça le dépassait un peu. Et donc, effectivement, je pense qu'il était assez impressionné et épaté quand il s'est rendu compte qu'effectivement, notre devise n'était pas fausse. On disait que c'était une petite qui avait tout d'une grande. Et quand il a pu vérifier que cette devise n'était pas fausse, il était plein d'admiration. En tout cas, il était très heureux pour moi. Mais merci de nous avoir fait revivre ce mot épatant. C'est vrai qu'on a l'impression de l'entendre et c'est un mot qui lui était très cher. Vous parliez du regard que lui portait sur cette réussite. Quel est le regard que vous-même vous portez, puisque c'est une maison qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, un peu plus peut-être, et on sait à quel point c'est pas nécessairement évident, effectivement, d'affronter un univers qui est difficile, avec tous les affres administratifs, financiers que vous évoquiez. Quel regard vous portez, vous-même, sur votre réussite? Alors la maison a en fait 14 ans aujourd'hui, enfin actuellement, et je suis absolument ravie d'avoir mené cette aventure parce que c'était une nécessité. J'avais envie de pouvoir publier les auteurs que je souhaitais, dans les conditions que je souhaitais, et donc je suis très très heureuse. Et on a une maison qui est vraiment, je ne sais pas si c'est une réussite, mais en tout cas il y a un vrai esprit maison, et je sens quand je me déplace avec les auteurs une vraie complicité, qu'on forme une vraie famille. Ils m'appellent Maman Canard, et Canard avec un K. Donc ça c'est très très plaisant, mais nous arrivons aussi à un moment tournant, et vous allez avoir un scoop, Ariane, un moment tournant de l'histoire de la maison, parce que je viens de vendre la maison d'édition, et ce sera Félicitations.
Et donc, je l'ai vendu pour mieux nous redéployer parce que la taille et cette indépendance et cette taille de cette petite structure et cette indépendance qui ont été longtemps, pendant 10 ans, je dirais un atout et vraiment une grande joie, finissait par devenir un handicap, c'est peut-être beaucoup dire, mais la charge justement administrative, les responsabilités, la dimension juridique qui est de plus en plus enfin, ça devenait assez chronophage et ça m'éloignait de ma passion que sont les auteurs et les textes. Et j'ai voulu pouvoir m'adosser à une structure, à un groupe beaucoup plus puissant pour pouvoir me décharger de toute cette contingence et me consacrer vraiment aux auteurs et à les défendre au mieux et à mettre les moyens de ce grand groupe à leur disposition, puisque j'ai vendu au groupe Editis. On comprend bien du coup que vous allez rester aux commandes. Oui, absolument. Ça, y avait pas. C'est vraiment pour disposer de moyens plus étendus et de spécialistes aussi bien en gestion, en comptabilité, dans les ressources humaines et juridiques, qui finissaient par être des secteurs sur lesquels moi je n'arrivais plus à faire face à tous ces domaines et à continuer à me consacrer comme je le souhaitais aux auteurs et à leurs textes. Alors avant de vous proposer un second mot, expliquez-moi juste pourquoi Maman Canard et pourquoi Maman Canard avec un K. Parce que je pense qu'il trouvait que c'était plus espiègle. Et Maman Canard parce que effectivement, l'un des points forts de la maison, l'une de nos spécificités, c'est qu'on accompagne les auteurs quand ils se déplacent dans les salons. Alors, c'est notamment au printemps et à l'automne. Il y a presque tous les week-ends des salons. Je mets un point d'honneur à essayer d'accompagner le plus possible les auteurs. Et donc, ça veut dire je me préoccupe de leur bien-être, jusque dans m'assurer qu'ils ont bien leur écharpe, leur petit marque-page, que leur chambre leur convient, de leur offrir du vin rouge si on a à la carte que du vin blanc ou je ne sais pas. Enfin bref, que je suis à la fois leur éditrice, mais aussi leur impresario et un peu leur famille. Enfin, on se comporte effectivement. J'essaie de les protéger et je pense à eux peut-être comme un peu une mère, oui. Ils sont parfaitement couvés et chanceux, ces auteurs. Absolument. Je vais vous inviter à présent à réfléchir à un autre mot, peut-être porteur d'une autre dimension que le mot réussite, c'est le mot faille. Je pense que c'est très intéressant, les failles. Alors, géographiquement parlant, c'est aussi très intéressant. Elles peuvent être redoutables. Je pense à celle de la Californie. Mais dans les êtres, c'est souvent nos failles qui quand on arrive à les cicatriser ou à les adoucir ou à les combler, c'est ce qui fait notre force. Je pense que c'est en connaissant nos failles qu'on grandit et qu'on s'élève. Des failles, on en a tous. Les vôtres, vous avez le sentiment justement de les avoir cicatrisées et adoucies, pour reprendre vos termes? Je pense que c'est le travail d'une vie, donc on n'a jamais fini, parce que quand on a réussi à en surmonter certaines, il y en a d'autres qui surgissent. Je pense que elles sont toutes intérieures, mais elles ne deviennent pas. On n'est pas les seuls à les creuser, les failles. Quelquefois, ça peut être une faille dans la dynamique d'un groupe ou d'un couple ou d'une famille. Donc, je pense qu'on passe sa vie à essayer de colmater les failles. Est-ce que vous avez un secret, une recette magique pour parvenir à colmater au mieux ces failles? Alors moi j'ai du mal à l'appliquer, mais je pense que l'humour est quand même un grand... c'est un moyen d'égayer la vie et de la rendre plus légère, oui. Et ça, je pense que mon père maniait beaucoup l'humour, maniait avec beaucoup d'aisance l'humour, et c'était une de ses armes, certainement.
Vous disiez qu'il vous avait quand même transmis, légué en héritage, malgré lui, malgré vous, ce regard optimiste sur la vie et cette forme d'humour, cette façon à lui de dédramatiser l'existence finalement. Oui, enfin ça, oui, en effet, je pense que d'abord, je suis sensible quand je suis où que je sois, quand je traverse une ville, quand je suis à pied, en voiture, enfin dans votre studio, je remarque quand même la beauté de certains objets. Je suis très observatrice et je me nourris de l'esthétique d'un lieu ou de son confort, de ce qu'il peut y avoir de positif. Je pense que c'est tellement facile de se laisser happer par la tristesse, par la difficulté de l'existence, par les tourments, qu'il faut essayer dès qu'on surprend quelque chose de beau, de lumineux, et d'enthousiasmant, il faut le retenir. Vous parliez de la façon dont vous couvez et assistez vos auteurs. Est-ce que vous vous intéressez parfois à leurs failles? Est-ce que leurs failles peuvent aussi être des leviers pour écrire des choses formidables? Je pense que chez un écrivain, c'est indispensable d'avoir des failles, parce que c'est évidemment, leurs livres en sont... je ne sais pas si c'était une thérapie d'écrire pour tous ces auteurs, mais sans faille, je pense qu'il y aurait peu d'écrivains. Ça me semble assez évident. Votre papa communiquait parfois sur ses failles à lui, puisque vous donnez le sentiment effectivement qu'il regardait la vie avec beaucoup d'optimisme, de légèreté, d'humour. Est-ce qu'il lui arrivait néanmoins parfois de communiquer sur ses failles ? Oui, je crois qu'il a parlé dans nombre de ses livres. La première fois qu'il a parlé de manière plus explicite, c'était dans le rapport Gabriel, je pense. Il y a plusieurs failles. Il a eu le sentiment que son père était mort, pensant qu'il était un bon à rien. Il a entrepris un certain nombre de choses, écrire au Figaro, en devenir le directeur, être élu à l'Académie française, en souvenir de son père et pour faire honneur à son père. C'est un peu des institutions qu'il voulait déposer sur la tombe de son père, je pense, parce qu'il était assez certain que son père était mort, sinon déçu, en tout cas incertain quant à la... Enfin, avec un certain nombre de doutes concernant son jeune fils qu'il avait peut-être un peu déçu d'une certaine façon. Donc ça, je pense que ça a été une douleur, mais également un moteur, parce que ça l'a forcé à aller plus loin et à faire un certain nombre de choses pour essayer de se racheter aux yeux de ce père disparu. Et la raison de cette déception, c'était qu'il avait courtisé et qu'il était tombé fou amoureux d'une de ses cousines, qui avait abandonné enfant et mari pour vivre avec lui, et couple qui s'était assez rapidement en plus séparés. Donc je pense que ça l'a ce tourment, cette douleur, cette honte l'a sûrement aiguillonné et aidé, et a nourri ses premiers livres. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il est devenu écrivain. Ça a très probablement été un moteur. En tout cas, il a largement fait les preuves, montrer les preuves de ce qu'il était capable d'accomplir par la suite. Alors, vous disiez tout à l'heure que quand on parvient à transcender ses propres failles, c'est une façon de s'élever, ce qui me donne une transition toute trouvée pour un autre mot que je voulais soumettre à votre sagacité, qui est le mot ange. Ange. Écoutez, pour moi, ce sont surtout ça m'évoque de la peinture italienne, les primitifs, certains décors baroques, d'églises baroques que je trouve absolument magnifiques, qui sont toutes parées d'anges sous toutes leurs formes.
je ne crois pas vraiment à l'ange gardien, je dois vous dire, mais l'idée de l'ange me plaît, oui. En grec, le mot ange, ça signifie messager. Quel est le regard que vous portez sur la transmission, alors qu'elle soit horizontale ou verticale d'ailleurs? Écoutez, moi, évidemment, je suis assez... La transmission me paraît essentielle et j'ai été très 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 chanceuse en matière de transmission, mais je pense qu'elle est capitale. Je pense que l'être humain n'existerait pas sans transmission. On est tous héritiers des générations qui nous ont précédés et dépositaires d'une tradition qu'on doit perpétuer et transmettre à nos enfants et aux générations futures. La transmission, c'est la vie. Je pense que un être qui ne transmettrait rien aurait non seulement... Je ne sais même pas si ça peut exister. Il ne serait rien, mais est-ce que c'est même possible de ne rien transmettre? En ce qui vous concerne, vous avez une fille. Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre? Écoutez, cette espèce de philosophie de vie qui consiste à en profiter vraiment résolument, viscéralement, à être toujours, à vivre les choses à fond, à ne pas être tiède, à toujours sourire à la vie, mais ça elle le fait, hein, elle est extraordinairement, je pense que j'ai hérité de pas mal enfin, mon père m'a transmis un certain nombre de choses dont je suis très fière, mais je ne suis pas lumineuse comme il l'était, et en revanche ma fille, ça a sauté une génération et elle est totalement solaire et extraordinairement, elle a cette espèce de charisme qu'avait mon père. Vous parlez beaucoup de votre père et pour cause, c'est vrai qu'il occupait beaucoup de place au sens... En plus, en ce moment, en pleine promotion de son livre, à la semaine anniversaire de sa mort, d'ailleurs mon chéri me dit « ton père n'a jamais été aussi présent dans notre vie que depuis qu'il est mort ». Donc je crois qu'effectivement... C'est un vrai phénomène, hein. C'est vrai que déjà de son vivant, il était très présent, mais là, effectivement, même encore un an après sa mort, il y a ce film dont on parlait tout à l'heure de Laurent Delahousse, ce livre de Sophie des Déserts, le livre que vous publiez, son livre Testament à Nosana sans fin. Vous parlez un peu moins de votre maman, dont on a souvent dit qu'elle se comportait plutôt comme un ange à plusieurs égards. Quelle est la relation que vous entretenez avec elle et quelle place est-ce qu'elle a tenu et continue de tenir dans votre vie? Dans le couple qu'elle formait avec mon père, elle était en retrait, elle était effacée, elle était celle qui tenait absolument tout, hein. Elle est au centre, elle est absolument le pivot, l'ancre de la famille. Ma mère, mon père se consacrait à ses livres et à son œuvre, et elle mettait tout en... Elle s'assurait qu'il bénéficiait, qu'il bénéficiait de tout le confort et de toutes tout ce qui était possible. Elle mettait tout en œuvre pour qu'effectivement il puisse écrire sans se préoccuper de l'intendance et de quoi que ce soit. C'est elle qui m'a élevé, hein. Mon père était présent, m'a donné énormément d'amour, d'affection et m'a transmis un savoir infini, mais c'est ma mère qui, au quotidien, s'assurait que je suivais, que j'avais certains principes de vie et qui étaient présentes dans tous les aspects plus matériels et plus pratiques, mais qui sont quand même assez indispensables. Je pense que j'aurais été une petite herbe folle si j'avais été simplement élevée par mon père. Donc c'est quelqu'un encore une fois, c'est vraiment le cœur de notre famille, et aujourd'hui elle est un petit peu sortie de sa réserve. Elle a parlé
de ce couple étonnant qu'ils formaient, parce que ce sont deux êtres très très libres, qui s'aimaient infiniment, mais d'une manière en fait très peu moderne, plutôt 18e. Je pense que justement en pensant à l'amour et au couple que formaient mes parents, je me dis que la modernité est quand même, la morale moderne est très étriquée, et que eux étaient tout sauf des êtres, elle est vraiment quelqu'un qui n'est pas étriqué et qui avait l'amour très très grand, et qui a l'amour très très grand. Puisque... Effectivement, qui s'est occupé de tout, parce que votre père, avec tout le respect qu'on lui doit, si j'ai bien compris, tout ce qui était effectivement un peu matériel, pratique, intendant, c'était pas tellement sa tasse de thé. Non, c'était absolument pas son domaine. Mais il a eu beaucoup de chance de tomber sur une femme qui était prête à tout organiser et tout. Elle déteste que j'utilise le mot de sacrifice, mais c'est vrai qu'elle a quand même pas mal sacrifié pour lui. Mais c'est vrai qu'elle, en retour, bon, elle l'aimait, c'était l'homme de sa vie. Donc je pense que elle se posait pas non plus de questions. C'était peut-être c'était assez naturel pour elle de tout faire pour son bonheur. Est-ce qu'il y avait donc une dimension, pour revenir au terme d'ange, une dimension un peu angélique dans sa façon d'être, selon vous ? Non, je ne pense pas qu'elle soit angélique. Je pense qu'elle était absolument... Ma mère est quelqu'un de très aimant, de très très généreux. C'est la générosité faite femme. Elle peut être assez intimidante parce que elle est très belle, très brune, très 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 élégante. Donc elle peut paraître un peu hautaine. Elle est le contraire même de ce qu'on pourrait dire. On a dit qu'elle était altière. Elle est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'une tendresse infinie et d'un amour sans borne. Le dernier terme sur lequel je voulais vous inviter à réfléchir, c'est le mot destin. Moi, je crois qu'on se forge son destin. Je ne crois pas en la prédestination. Je pense qu'on peut forcer le destin. En tout cas, je veux y croire, et pour l'instant, je n'ai pas été tellement démentie dans ma vie. Je pense qu'il y a des êtres pour qui c'est plus difficile que d'autres de se le forger, mais je ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit qui soit prédestiné. En ce qui vous concerne, quel est le destin que vous avez eu envie de vous forger ? Quels sont les outils que vous vous êtes donnés pour ça ? Alors moi, j'ai eu une vocation extraordinairement précoce, puisque je voulais être éditeur à l'âge de 6 ans. Donc, c'était un peu mon... Enfin, j'ai tout... À partir de ce très très jeune âge, j'ai construit ma vie pour devenir éditrice. Ce qui supposait de quitter la France, parce que je ne voulais pas qu'on dise que j'avais bénéficié de népotisme, de protection, et que j'avais obtenu tel ou tel poste par piston. Donc je suis partie aux États-Unis, j'ai fait des études qui m'ont permis de débuter dans l'édition aux États-Unis. Et je suis revenue en France ayant eu plus de 4 ans d'expérience professionnelle aux États-Unis, ce qui m'a énormément servi. Donc mon destin, c'était effectivement de fonder une maison d'édition, ou de travailler dans l'édition d'abord, parce que je n'imaginais pas fonder une maison d'édition quand j'ai commencé à travailler dans l'édition, et je me demandais même si je resterais dans l'édition à proprement parler, ou si je deviendrais agent littéraire, ce qui est toujours une idée que je caresse, mais on peut être agent littéraire à 90 ans, donc j'ai un petit peu de marge. C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vie pour vous après la vie d'éditrice ? Est-ce que vous avez envisagé d'autres perspectives ? Voilà, j'ai précédé votre question. Vous m'avez précédé. Quel regard vous portez rétrospectivement sur ces années que vous avez passées outre-Atlantique ? Ça a été extraordinairement profitable parce que je suis une littéraire. Bon, ça c'est pas vraiment un secret ni une révélation. Et toute la dimension gestion, marketing m'échappait complètement quand je suis arrivée aux États-Unis, et quand je suis rentrée dans mes deux premières postes, j'ai tout de suite dans la plus petite maison d'édition américaine il y a plus de 30 ans, le
le compte d'exploitation était vraiment un outil évident et nécessaire et incontournable. Donc, de la même façon que j'éditais des textes, je faisais des comptes d'exploitation. Bon, je le faisais pas, je peux pas vous dire que je prenais un plaisir immense, mais j'ai appris que la dimension économique et que la dimension de la gestion était quelque chose d'important et qu'il ne fallait jamais oublier la dimension économique parce que si on faisait trop de livres qui perdaient de l'argent, ben on finissait très vite par être en difficulté et que donc il ne fallait pas se laisser griser simplement par les textes et par les auteurs, ce qui aurait pu être mon inclinaison et ma préférence. Donc ça m'a obligée à prendre conscience de cette dimension qui m'était assez étrangère. Donc c'est un bagage qui m'a été très 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 précieux, et encore plus quand j'ai fondé la maison d'édition. C'est-à-dire que désormais, quand vous lisez un livre qui vous plaît et vraiment vous emportez, vous avez des garde-fous ? Non, alors ça c'est pas. Non, quand on lit un livre et qu'on est éditeur, en tout cas moi, je me réfugie dans mon identité de lectrice. Je fais totalement abstraction du lecteur, d'abord du public, et encore plus de la dimension économique. C'est d'abord mon plaisir, moi la lectrice. Est-ce que je suis émue ? Est-ce que je suis surprise ? Quel effet me fait le texte ? Et si, quelquefois, il y a des textes qu'on peut vouloir éditer, alors qu'on les a détestés, ou en tout cas qui vous ont complètement déstabilisé, qui vous ont heurté. Disons qu'il n'y a pas qu'une notion, disons, de plaisir ou de joie. Hein. Les émotions qu'on peut éprouver suite à la lecture sont très très diverses et très contrastées. Mais disons, voilà, c'est d'abord est-ce que j'ai aimé et quelle est la force et la valeur de ce texte. Après ça, je me demande si c'est un texte pour nous, pour la maison, pour les éditions et les maisons de maison, parce qu'on a quand même une personnalité. Il y a des textes qu'on défendrait, qu'on ne saurait pas défendre, parce qu'on n'a pas cette image, on n'a pas. Je pense qu'il y a des textes très d'avant-garde, très très pointus. On n'a pas la réputation de publier ces textes-là, donc je pense qu'il faut, quelquefois, il y a des textes que j'aime beaucoup, que je ne publie pas. Et puis après, il faut qu'on prenne en considération la dimension économique, mais quelquefois, même quand c'est difficile économiquement, on sait que sur ce livre-là, il va peut-être falloir trouver une illustration de couverture ou peut-être ne pas photographier l'auteur. Enfin, il faut faire des économies pour publier ce livre. En tout cas, on est dans une économie plus contrainte que pour d'autres textes sur lesquels on a des budgets beaucoup plus vastes. Et ça, c'est utile de savoir. Mais il faut jouer. C'est-à-dire que c'est pas forcément. On peut contourner la difficulté économique, mais il ne faut pas l'occulter au départ. Il ne faut pas se lancer et on se rend compte après la publication qu'on a explosé le budget pour un livre qui n'est pas appelé à se vendre à hauteur du budget qu'on a dépensé. Donc c'est plutôt c'est pas un frein, c'est juste une lucidité, je dirais. Vous disiez que certains livres ne correspondent pas forcément à la réputation de la maison ou à votre ligne éditoriale. Ce serait quoi précisément votre ligne à vous ? Comment vous la décririez ? On a souvent dit qu'on faisait du romanesque de qualité, c'est-à-dire que que nos textes, il y a toujours une écriture et l'écriture est soignée, est toujours élégante, raffinée, ou en tout cas, elle a du caractère. Il y a une écriture. C'est pas du livre, c'est pas une histoire qui est juste bien racontée, un bon scénario, mais sans aucun travail littéraire. Donc ce sont des textes assez littéraires, mais qui racontent des histoires. Je suis très sensible à des textes qui n'en racontent pas. Moi, j'adore Claude Simon, La route des Flandres, où c'est un texte magnifique où il ne se passe vraiment pas grand-chose. Donc je peux aimer des textes qui ne sont pas romanesques, mais j'aime aussi énormément le romanesque. Donc on publie
en grande majorité des romans, des textes qui racontent des histoires, mais qui sont servis par une écriture qui est travaillée. En tout cas, là, vous venez donc de publier un livre avec une écriture plus que travaillée, puisque c'est celle de votre papa. Ce livre, donc, c'est Un Osana sans fin. Merci d'avoir joué le jeu de ces mots un peu existentiels, à l'image de la réflexion qui a été la sienne dans son livre. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. Alors, ça n'a pas été trop éprouvant, cet exercice de se retrouver seul sur un plateau? Pas du tout. Merci. Amusant. Oui, c'est plutôt amusant. Et en tout cas, merci de vous être livré, parce que ça nous permet de mieux vous connaître, vous. C'est vrai qu'on connaît un peu votre père, dont on parle beaucoup et dont on continue de parler beaucoup. On vous connaît un peu moins, vous, et votre maman aussi, d'ailleurs, parce que vous êtes un peu plus dans la réserve, et ça nous permettait d'en savoir plus, et on va continuer à en savoir plus dans le cadre de la toute dernière partie de cette émission, puisque c'est une forme de questionnaire de Proust, un peu revisité, et je souhaitais d'ailleurs vous demander ce que vous regrettez de ne pas savoir faire. Patiner. Une patin à glace? Oui, c'était un de mes rêves d'enfant. D'accord, et vous n'avez pas... Je sais, mais pas bien. Donc l'idée de pouvoir faire toutes ces figures C'est comme un genre littéraire, hein, c'est peut-être pas révolu. Non, c'est peut-être un rêve que je pourrais exaucer, oui. Quel est le dernier péché que vous avez commis? Voilà, gourmandise. Vous êtes très gourmande? Oui. Il y a un type de... Est-ce que c'est plutôt des salés? Est-ce que vous êtes doué pour pardonner? Oui. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie? Je crois que ce sont les livres. Donc là aussi, un autre héritage quelque part, parce que pour lui, c'était toute sa vie également. Ça le précédait quand même, parce que je pense que lui-même a vécu dans des lieux où il y avait énormément de bibliothèques, et donc la maison familiale était un peu tapissée de livres, et je suis... Alors, très très difficile de savoir si l'enfant comprenait que son père était écrivain et ce que ça voulait dire. Je suis pas sûre. Je crois que j'ai vraiment eu la fascination de l'objet livre. Indépendamment de ce qu'il était. Parce que c'est vrai qu'on se... Enfin bon, après ça s'est sûrement confondu, mais j'ai vraiment une religion du livre. Hein. Je me posais la question tout à l'heure quand on parlait de destin et que vous disiez que votre idée dès l'âge de 6 ans c'était d'être éditrice, qui force l'admiration, parce que c'est rare de savoir si jeune non seulement ce qu'on a envie de faire, mais en plus de s'y tenir des années après. Et je me demandais si quelque part il n'y avait pas quand même une forme de conditionnement par rapport à ce destin. Non, parce que c'était vraiment faire des livres. Et j'ai toujours une fascination pour l'objet livre. Pour moi, c'est un talisman, c'est un totem, c'est indispensable. C'est ma colonne vertébrale. C'est-à-dire que arriver dans une maison qui n'a pas de bibliothèque, c'est pas une maison. C'est la protection, c'est le savoir, c'est la mémoire. C'est un espace de liberté. On trouve... La vie peut se résumer au livre. Enfin, on peut trouver son bonheur entre les pages de... Pas de tous les livres, mais disons que des livres. Alors vous avez lu un nombre probablement incalculable entre ceux que vous avez lus enfant, ceux que vous lisez par plaisir, et puis les manuscrits que vous recevez depuis quelques années maintenant. C'est toujours dur de choisir, mais est-ce qu'il y a un titre, 2 titres, 3 titres qui vous ont particulièrement marqué, peut-être même construit? Alors, je ne répondrai pas totalement à votre question, parce qu'effectivement c'est toujours extraordinairement difficile. Quand on est éditeur, tous les livres qu'on publie sont un peu vos enfants. Donc il y a toujours une raison pour laquelle on publie le livre et une affection qu'on a pour le livre. Donc c'est un peu comme la part, c'est pas comme des parts de gâteau. Alors peut-être ceux qui vous ont donné envie de faire ce métier-là. Non, mais je dirais que il y a eu certains livres qui ont été vraiment des aventures. Et évidemment, quand le livre n'est pas qu'une publication, mais que ça a débouché sur beaucoup d'autres choses, que ça a permis à... Alors, avant que je crée la maison d'édition, de publier un autre type de livre, ou de mieux comprendre la vie, même d'une certaine façon, ou effectivement de permettre à la maison d'édition d'évoluer.
Ça, ce sont les livres qui ont le plus compté sont des livres qui étaient en général des défis. Qui étaient des livres, alors là ça contradit un peu ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que des livres qui n'étaient pas forcément économiquement complètement Viable. raisonnables, Oui, raisonnables en tout cas, qui étaient un peu des livres, enfin qui sont des gros livres, des livres qui étaient des défis techniques. J'ai publié notamment un livre autrefois qui s'appelait La Maison des Feuilles, qui était un livre qu'il fallait lire en transparence, avec des notes en bas de page qui envahissaient le texte. Enfin, un défi, ne serait-ce que en termes de prise en main, de mise en page. Hein. Donc déjà, alors de traduction, mais enfin, tout le livre était un petit casse-tête. Assez fabuleux, mais quand même un casse-tête. Et ça, ce sont des livres, effectivement, qui sont... qui obligent à se surpasser et qui avaient en plus rencontré le public. Donc ça avait été une espèce de prouesse qui avait été récompensée. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie? La colère. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très... Je crois au dialogue, vraiment, fondamentalement. Je crois qu'on peut toujours... Enfin, j'ai souvent vu des dialogues aboutir et réconcilier ce qui paraissait irréconciliable, mais quand on est en colère, on n'est plus accessible au dialogue. Une toute dernière question avant de conclure. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? Ouh là là. Non, parce que vous m'avez posé une question sur ma mère, qui est effectivement, qui est trop souvent, enfin, en tout cas, qu'on néglige peut-être un peu, et qui était effectivement sûrement, on dit toujours que derrière tout grand homme, il y a une femme, derrière toute femme, il y a aussi un homme. On a fait le tour alors en fait. On a abordé toutes les questions finalement. Toutes les questions, je ne sais pas, parce qu'il y aurait une heure n'y suffit pas, mais en tout cas, les questions essentielles, oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions avec générosité et de nous avoir fait revivre la mémoire de votre père. Hein. Donc, je rappelle le titre de cet ouvrage, Testament, son 38e livre, Un Hosanna sans fin. Merci beaucoup, Héloïse d'Ormesson. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet kto.tv.com. Merci beaucoup.